Quelle Chine avez-vous vu? Ces 9,6 millions de kilomètres carrés de territoire terrestre ou ces 3 millions de kilomètres carrés de territoire maritime? Avez-vous vu ces saisons changeantes et ces paysages divers, des îles tropicales jusqu'aux régions glacées? Prenons l'angle d'observation d'un oiseau. Décollons du sol jusqu'aux nuages et savourons ces images spectaculaires. Aventurons-nous dans des endroits inaccessibles pour découvrir la Chine vue du ciel. Même si vous vivez tous les jours ici, ces paysages qui vous sont familiers ne seront plus les mêmes. Du monde qui nous entoure aux demeures les plus lointaines, en passant par la nature, la géographie, les sciences humaines et l'histoire, ce vol vous fera vivre une expérience inoubliable. Partons donc sans attendre, voyager dans le ciel. Le Hunan, situé dans le sud-est de la Chine, est entouré de montagnes sur 3 côtés. En son centre se trouvent de nombreuses collines et rivières qui se jettent dans le fleuve Yangtze à travers le lac Dongting, dans le nord de la province. Notre voyage dans le Hunan commence par le lac Dongting. Attendons les voisins qui viennent et vont, rencontrons les locataires les plus égarés du lac Dongting et enfin, montons dans le pavillon populaire depuis 1000 ans pour profiter de la plus belle vue sur le lac Dongting. Une des missions principales du fleuve Yangtze lorsqu'il traverse le Hunan est de rencontrer le lac Dongting. Là où ils se rejoignent, le lac et le fleuve laissent des traces aux teintes variées. C'est une réunion peu ordinaire. Elle signifie que le deuxième plus grand lac d'eau douce de la Chine respire ensemble avec le plus long fleuve du pays. Pendant la saison humide, le lac Dongting absorbe l'excès d'eau du fleuve Yangtze et devient une zone d'eau d'une superficie de plus de 2600 km². Pendant la saison sèche, il fournit ses réserves au Yangtze. Le lac Dongting régule ainsi le fleuve Yangtze silencieusement, que l'eau du cours supérieur du fleuve soit abondante ou non, essayant de le garder en bonne forme. En raison de sa grande taille, le lac Dongting est naturellement devenu une référence géographique. Les provinces du Hubei et du Hunan tirent leur nom de ce lac, le Hu désignant le lac Dongting. En hiver, le niveau d'eau du lac Dongting baisse et sa surface ne représente qu'un tiers de celle en été. À cette époque de l'année, le lac Dongting ressemble plutôt à un marais qu'à un lac. Des jeunes herbes et mousses sortent de la boue fertile, attirant des centaines de milliers d'oiseaux migrateurs de l'hémisphère nord. De petits pièges se cachent dans ce grand marais. Sous la surface qui semble dure, se trouvent des marécages dangereux.
On risque d'y être coincé en marchant dessus. Même l'oiseau le plus agile peut y être piégé. Heureusement, le personnel chargé de la conservation du lac Dongting patrouille quotidiennement pour sauver les oiseaux piégés. Ce petit bateau, propulsé par l'air, peut se déplacer rapidement sur le marais. Sur le lac Dongting, les traces laissées par le petit bateau jalonnent un foyer rassurant pour les oiseaux migrateurs. En été, les roseaux du lac Dongting, qui peuvent atteindre 3 mètres de haut, deviennent des parasols naturels pour les cerfs du père David. En 1998, de grandes crues du fleuve Yangtze ont immergé le Hunan et le Hubei. 3 cerfs du père David de la réserve de Sheshou, située dans le Hubei, se sont perdus dans l'inondation et sont arrivés par hasard dans le lac Dongting. Après la décrue, les cerfs ont découvert que la zone était vaste et riche en eau et en herbe. Ils ont donc décidé de rester ici et sont devenus nouveaux propriétaires du lac Dongting. Aujourd'hui, le nombre de cerfs du père David vivant dans les zones humides du lac Dongting est passé à plus de 190. En hiver, les cerfs mâles perdent leur bois et ont l'air de prendre beaucoup de poids. Il paraît que les cerfs du père David ont aussi l'habitude de faire du gras en automne. En fait, pour les cerfs du père David, qui pèsent plus de 150 kg en moyenne, une prise de poids de 15 kg en automne n'est pas très importante. Mais en revêtant une fourrure d'hiver riche en duvet et de couleur claire, ils semblent plus grands. Ils deviennent ainsi les mascottes les plus joyeuses du lac Dongting. Sur la longue rive du lac Dongting, il n'y a pas de terrasse panoramique naturelle. Voici pourquoi une tour ici est une présence extraordinaire. La tour de Yueyang a été construite il y a plus de 1800 ans et la plupart des gens de nos jours la connaissent grâce au texte Mémoire sur la tour de Yueyang qui figure dans les manuels scolaires. En fait, Fan Zhongyan, auteur de cet article, ne s'est jamais rendu à Yueyang et n'a jamais vu la tour de Yueyang. Il a écrit cet article en se référant à une peinture que lui avait envoyée un ami. Depuis lors, ce petit bâtiment avec vue sur le lac est devenu célèbre dans le nord et le sud du pays. L'esprit noble de l'auteur de l'article, qui se soucie du sort de la nation et du peuple, se répand loin grâce au fleuve Yangtze et au lac Dongting et est transmis et apprécié jusqu'à aujourd'hui. Cette étape va libérer notre imagination. Participons au défi ultime pour les vrais courageux. Visitons un pont en verre suspendu dans le ciel et ensuite attendons la migration annuelle d'une famille de singes dans une rivière impétueuse. Dans un petit bourg, au-dessus d'une cascade, sentons le temps qui passe. Enfin, plongeons dans un merveilleux monde sous-marin préhistorique avant de nous reposer dans une petite ville animée de l'ouest du Hunan. Partout où l'on trouve un tel paysage sur Terre, le nom de relief de Zhangjiajie revient. Ces falaises, rochers étranges et abîmes, dont les fonds sont invisibles, constituent un monde qui dépasse notre imagination. De nombreux réalisateurs de films ont cherché dans la région des lieux de tournage pour illustrer des paysages extraterrestres. Presque tous les piliers de pierre, de la racine au sommet, sont perpendiculaires au sol. Les couches rocheuses horizontales ressemblent à des livres empilés les uns sur les autres. Plus la disposition est ordonnée, plus la hauteur est grande.
Les dénivelés de quelques dizaines de mètres à des milliers de mètres ont fait que de nombreux ravins sont encore intacts jusqu'à aujourd'hui. Là où se trouve la mer de nuages, existait un véritable océan il y a quelques 300 millions d'années. Les violentes collisions de la croûte terrestre ont provoqué l'élévation, la fragmentation et l'érosion du fond marin. Avec les sculptures répétées par les courants d'eau et les vents, il s'est transformé en forêt de pierres de vaste étendue et en pics isolés comme ceux-ci, pour finalement disparaître. Chaque année, en septembre, le sommet du mont Tianmen rassemble les meilleurs amateurs du vol en wingsuit du monde. Même avec une corde attachée au corps, la hauteur absolue de 1400 mètres peut faire monter le rythme cardiaque. Sautons! La vitesse la plus rapide des sportifs en vol peut atteindre 200 km/h. À l'aide du vent, on peut aller plus vite, plus loin ou atteindre directement la cible. Après avoir achevé le vol, les participants peuvent atterrir en toute sécurité grâce à leur parachute. C'est peut-être le plus dangereux des sports extrêmes. Même pour une des plus grandes compétitions du monde comme celle-ci, les participants sont peu nombreux. Parfois, il faut du courage, même avec une sécurité absolue. À une hauteur de 300 mètres, est construit un testeur de courage de 430 mètres de long. Les frottements répétés visent à rendre le verre inexistant. Marcher sur ce pont la tête haute n'est pas forcément un acte courageux, et il peut être nécessaire de tenir la main des autres quand on marche en regardant vers le bas. Sauter en l'air ne fait que rendre les gens à côté plus nerveux. S'allonger et prendre une photo pour se vanter de son courage, ses amis prennent la pose et gardent le sourire. Seules elles-mêmes savent si elles ont peur. Après avoir quitté le terrain de jeu des aventuriers, nous arrivons à un endroit où une rivière divise une grande montagne en deux parties, est et ouest. Plus de 3000 macaques habitent dans les forêts denses des deux rives de la rivière. Il jette 2 fois plus de nourriture qu'il n'en mange. C'est un animal qui ne sait pas économiser. Même si les montagnes et les forêts sont grandes, un jour, la nourriture sera épuisée. Chaque année, les macaques traversent la rivière pour trouver de la nourriture de l'autre côté. En Chine, on dit 30 ans de chance pour l'est de la rivière, puis 30 ans de chance pour l'ouest de la rivière, qui signifie que la prospérité et le déclin ne durent pas. Mais les macaques changent de côté chaque année. Les macaques plus âgés et expérimentés sont les premiers à sauter à l'eau et conduisent le groupe pour une traversée rapide dans l'ordre du plus vieux au plus jeune.
2 minutes, la nourriture délicieuse de l'autre côté de la rivière est à leur portée. En aval de la rivière Mangdong, au-dessus d'une chute d'eau, sont construites des maisons sur pilotis. Le bourg de Furong est devenu célèbre en Chine à la fin du siècle dernier en raison d'un film tourné ici. Les gens se souviennent de son nom dans le film, mais oublient son nom original. Il y a plus de 800 ans, un roi local de l'ouest du Hunan est arrivé ici en bateau et a pensé que cet endroit est un port naturel adossé à la montagne avec une voie navigable. Il a donc fait construire un palais au-dessus de la cascade et y a fait stationner ses troupes. L'histoire de la découverte du village de Wangchun par le roi local est une légende désormais. Mais pour les touristes, découvrir le bourg de Furong est devenu aujourd'hui une réalité. En descendant la rivière Mangdong, pas très loin d'ici, sous le couvert des forêts denses, se trouve un ancien labyrinthe sous-marin. Cette falaise rouge n'est qu'un morceau de la peau dévoilée de la montagne. En fait, toutes les montagnes et forêts à perte de vue, et même toute la partie ouest du Hunan, étaient situées au fond de l'océan, il y a plus de 400 millions d'années. Ce labyrinthe immense est maintenant conservé par la forêt. Dans la région montagneuse de l'ouest du Hunan, il n'y a ni centre, ni même frontière. La raison initiale de la renommée de cette petite ville est liée à un roman intitulé « La ville frontalière ». L'ancienne cité de Fanghuang présente de nombreuses similitudes avec la petite ville décrite dans le roman. Elle a donc attiré un grand nombre d'explorateurs et est devenue progressivement animée. Quand on vit dans une région montagneuse, il est judicieux d'habiter près de l'eau. Quand on est trop près de l'eau, on utilise des poteaux en bois pour soutenir les maisons, créant des bâtiments sur pilotis classiques. En transformant les styles anciens en spécialités touristiques, les locaux ont créé un paradis touristique de leurs mains qui attire les touristes des 4 coins du monde. Aujourd'hui, la cité de Fanghuang est devenue une destination touristique très connue dans tout le pays, et à quelques dizaines de kilomètres de là, l'ancienne cité est même dotée d'un aéroport du même nom. Notre voyage se poursuit vers le nord le long de la rivière Xiangjiang pour voir le confluent des rivières Xiaoshui et Xiangjiang. Visitons ensuite la ville natale d'un grand homme, puis rencontrons un groupe d'hommes araignées travaillant sur des falaises, et prenons un train urbain pour se rendre dans une ville moderne pleine d'ardeur. Les gens utilisent souvent le terme Xiaoxiang pour parler du Hunan. Xiao est la rivière Xiaoshui et Xiang désigne la rivière Xiangjiang. La rivière Xiaoshui
longue de 354 km, était autrefois une voie principale de transport dans le sud du Hunan, avec une profondeur de plus de 20 mètres. Bien que tranquille en surface, ce n'est qu'en arrivant près de la colline Xiangling, en descendant la rivière, que l'atmosphère y devient un peu plus tendue. Il n'est pas difficile pour les bateaux d'éviter la colline Xiangling, parce qu'elle est petite. Mais quand l'eau monte et la submerge, elle devient un écueil dangereux. À la fin de la dynastie des Qing, ce pavillon a été construit sur le sommet et a rehaussé la colline Xiangling, afin que la crue ne la submerge pas. Depuis lors, un pavillon et une petite lumière veillent sur les bateaux qui passent. Après avoir passé la colline Xiangling, la fin de la rivière Xiaoshui n'est qu'à 6 km. À l'île Pingdao, la rivière Xiaoshui prend fin et n'a plus qu'une chose à faire, remettre tous les cours d'eau qu'elle a recueillis sur son parcours à la rivière Xiangjiang. À partir d'ici, tous les cours d'eau, peu importe leur nom passé, auront un nom commun, rivière Xiangjiang. 60% de la population du Hunan vit dans son bassin. La rivière Xiangjiang coule vers le nord et plusieurs affluents la rejoignent. Ces affluents ne viennent de nulle part. Les régions montagneuses qu'ils traversent sont en général des endroits où les précipitations sont abondantes, comme Shaoshan. Les précipitations à Shaoshan ne sont pas négligeables, mais elles sont plutôt concentrées pendant 40 jours en été. Ensuite vient la saison sèche. L'alternance des sécheresses et des crues n'a pas dispersé les habitants de la région. Les gens ont trouvé un moyen de s'y adapter et se sont installés ici. Au pied des montagnes accidentées, les habitants appellent ces terrains plats entre les montagnes Chong. Ici, c'est le Chong de Shaoshan. Mao Zedong a passé son adolescence dans un tel Chong. On dit que c'est dans cet étang, plein de lotus, qu'il a appris à nager. Dès qu'il a commencé à faire ses études dans une école privée locale, la lecture est devenue la passion qui le suivrait toute sa vie. Grâce à la lecture, il a pu entrer en contact avec des professeurs et découvrir des pensées importantes. En 1910, à l'âge de 17 ans, Mao Zedong a quitté le Chong de Shaoshan pour la première fois. En 1921, le Parti communiste chinois fut fondé et le jeune Mao Zedong en devint l'un des fondateurs. Après cela, il a guidé le peuple chinois pour surmonter de nombreuses difficultés et obstacles, changeant radicalement le destin de ce pays. En 1949, sur la porte Tiananmen, Mao Zedong a proclamé la fondation de la République populaire de Chine. Voici une rivière devenue célèbre pour ses méandres. Dans une chanson, on dit que la rivière Liujiang a 9 coudes et en langue chinoise, 9 signifie beaucoup. La rivière Liujiang a en fait bien plus que 9 coudes, elle en compte au moins une centaine. Après la fondation de la Chine nouvelle, les gens chantent la rivière Liujiang pour faire l'éloge d'une époque et garder en mémoire l'un des fondateurs de la République à travers une chanson. Une
corde et un casque sont tout ce dont les escaladeurs ont besoin sur cette falaise de 280 mètres de haut. Pour une ascension de 90 minutes, on doit réduire le plus que possible le poids que l'on porte. Emporter de l'eau ou non est donc une question clé. Pourtant, une petite boutique au milieu de la falaise résout ce problème. Comme au pied de la montagne, une bouteille d'eau ne coûte que 2 yuan. Le goût n'est certainement pas le même lorsqu'on se trouve à 100 mètres d'altitude. Observons le parcours de l'employé qui approvisionne la boutique. Il doit passer le pont, escalader la montagne et grimper la falaise abrupte en portant des marchandises. C'est définitivement un service extraordinaire. Sur cette terre, les gens travaillent dur pour cultiver des champs. Dans cette montagne, on étudie avec beaucoup d'efforts. Cette petite cour dans la colline de Yuelu, construite pendant la dynastie Song du Nord, est appréciée des intellectuels depuis des générations. La culture du Gangdu, un mode de vie dans la Chine ancienne où les gens vivaient de l'agriculture et profitaient de leur temps libre pour étudier, se transmet ici depuis toujours. Les places commerciales animées sont les centres de toute ville chinoise, mais le centre de la ville de Changsha est animé depuis plus de 2000 ans. Le cycle de la nostalgie est de plus en plus court aujourd'hui. Les villes peuvent changer d'apparence en 5 ou 10 ans. Dans une ville en mutation, la super enseigne de cette rue est à la recherche du goût d'il y a 30 ans. Ce marché de nuit, superposé sur 7 étages, est décoré de vieilles enseignes et des numéros de porte d'une rue ancienne. Lors des grandes fêtes, sur l'île d'Orange, au milieu de la rivière Xiangjiang, les feux d'artifice illuminent le ciel nocturne de la ville. Le pavillon de Dufu, au bord de la rivière Xiangjiang, est toujours l'endroit le plus populaire pour admirer les feux d'artifice. La rivière Xiangjiang coule depuis des millions d'années, alors qu'un spectacle de feux d'artifice ne dure que 20 minutes. Pourtant, ils brillent ensemble dans cet espace-temps. Ce moment est l'impression que Changsha laisse aux contemporains. Durant cette étape, survolons une forêt vierge, assistons à une danse du dragon dans l'ambiance festive du Nouvel An chinois, puis, sur un barrage bien conçu, contemplons un lac couvert de brouillard. Pour finir, apprécions une peinture à l'encre créée par l'homme et la nature. Les zones montagneuses occupent plus de la moitié du territoire du Hunan. La terre vallonnée offre un abri à plus de 6000 espèces. Les monts Nanling constituent la frontière sud du Hunan avec une altitude de 1000 mètres en moyenne.
L'air froid venant de Sibérie est à bout de souffle quand il arrive ici, de sorte qu'il n'est plus capable de franchir les monts Nanling. Ainsi, dans les régions chinoises au sud des Nanling, la neige et la glace sont rares. Parmi le relief d'Anxia, largement répandu en Chine, cette partie est la plus lisse. La surface très lisse est due au polissage répété par l'écoulement de l'eau. Les innombrables traces de couleur claire ont été laissées par des milliards d'années d'affouillement, qui fait également que le relief d'Anxia vieillit prématurément. Tous les 10 000 ans environ, les monts Gaoyi perdent 0,8 mètres de hauteur. Leur disparition aura lieu dans 1 million d'années environ. Les ancêtres aimaient et détestaient la pluie en même temps. Ils ne pouvaient vivre sans elle, mais craignaient tellement les inondations. Selon la légende, le dragon est l'animal divin en charge de la pluie. C'est pourquoi il est devenu un totem de culte ici. Vers le 15e jour du premier mois de l'année lunaire, les gens décorent un dragon de 38,6 mètres de long avec 40 000 bâtons d'encens et attendent patiemment la tombée de la nuit. Des feux d'artifice sont tirés et tous les encens sont allumés. Le dragon de feu apparaît dans la nuit. C'est une tradition pour les habitants locaux de prier pour le beau temps et la pluie en faisant défiler des dragons d'encens dans toute la ville. Cette coutume a débuté il y a plus de 1000 ans. C'est le moment de l'année où les habitants de Wuchang se réunissent, et un jour à ne pas manquer. La participation à ce spectacle de danse de dragons est indispensable pour que la réunion familiale soit parfaite. La pluie qui tombe n'est pas un problème. C'est le déséquilibre saisonnier des précipitations qui est mauvais. Pour les hommes, le lac Dongjiang est un moyen de régulation. Le lac Dongjiang est une importante source d'eau potable pour la partie est du Hunan. Dans les années 1950, ce barrage voûte à double courbure de 157 mètres a été construit dans la partie la plus étroite de la gorge pour retenir les 8,1 milliards de tonnes d'eau. Cette conception en forme arquée peut aider à reporter la forte pression concentrée de l'eau sur les collines de granit bordant la rivière. L'eau au fond du lac s'écoule vers l'aval à travers le canal au fond du barrage. En raison du manque de soleil, l'eau est très froide. Pourtant, la rivière Xiaodong arrive dans un environnement plus chaud. Tôt le matin, l'air dans la gorge se réchauffe progressivement et est beaucoup plus chaud que l'eau froide du lac. Lorsque la différence des températures dépasse les 10 degrés, une brume blanche commence à flotter sur la rivière. Cela se produit plus de 200 jours par an. Des spectateurs venant de loin se rassemblent déjà sur la rive. Les nuages et le brouillard sont en place et le spectacle présenté par la montagne et l'eau ensemble est sur le point de commencer. Pendant cette partie du voyage, traversons un pont aérien, puis mettons les pieds au bord du 2e étage géographique de la Chine pour y assister à un mariage très animé.
Au point culminant de cet étage, observons la forme de la mousson. La gorge de l'ouest du Hunan est longue et profonde, avec d'énormes ravins de plusieurs centaines de mètres de profondeur qui séparent l'espace entre les deux rives. De l'Antiquité à nos jours, les hommes n'ont cessé d'imaginer des méthodes pour la traverser. Il y a à peine 80 ans, on a pu réaliser la première traversée par un sentier sinueux. Pendant 76 ans, ce sentier qui traverse la montagne n'a jamais changé. Ce n'est qu'en 2012 que le mégapont suspendu Ai Jai a relié les deux côtés de la gorge. Le trajet de 4 heures d'autrefois fut ainsi réduit à 60 secondes. C'est un pont à 2 étages avec une portée de 1073 mètres. Le tablier supérieur est réservé aux véhicules, tandis que le tablier inférieur est pour les piétons. Aujourd'hui, quelle que soit la façon dont on traverse la gorge, on vit toujours un voyage extraordinaire au-dessus des nuages. La végétation du mont Husing est luxuriante, formant une immense forêt verte. Bien que les arbres soient très denses, ils ne peuvent pas couvrir toutes les couleurs chaleureuses de la vallée. Les gens qui vivent ici ont un sens inné pour se démarquer de la nature. Ils tissent leurs chapeaux avec des fils colorés et confectionnent leurs vêtements selon les couleurs des fleurs. Le nom de cette ethnie, Hua Yao, Yao coloré, vient en fait de leur costume fait de couleurs vives. La future mariée vit de l'autre côté de la grande montagne. Il faut donc traverser la vallée et la forêt. La mariée porte la robe qu'elle a fabriquée elle-même. La foule ouvre des parapluies rouges, symbolisant le bonheur. La procession accompagnant la nouvelle mariée se dirige vers la montagne et la forêt. Un fil rouge, à travers la forêt dense et la montagne haute, relie les jeunes mariés des deux côtés de la montagne. Sur les champs ici, poussent des fruits qui permettent aux villageois de Shebadong de sortir de la pauvreté et de devenir riches. Il y a quelques années, les villageois ont planté de nouveaux jeunes arbres et depuis lors, les kiwis offrent des récoltes abondantes. Le temps des récoltes varie selon les caractéristiques des différentes variétés. En août, le premier lot de fruits mûrs est sur le point d'être cueilli. Le travail acharné et la sagesse sont toujours récompensés dans la vie. Les bénéfices provenant des ventes des kiwis profitent à tous les villageois qui ont investi dans cette culture. Suivant la crête, nous arrivons au pic principal des monts Xuefang, Subaoding. 75 éoliennes y sont cachées à travers les épais nuages. Ce n'est qu'en volant tout près d'elles que l'on peut distinguer leurs énormes silhouettes de 65 mètres de hauteur.
Les monts Xuefang se trouvent exactement à l'endroit où le plateau Yunnan-Guizhou rencontre la vaste plaine de l'Est. Chaque été, la mousson chaude et humide, venant de l'océan Pacifique, se heurte ici au premier étage géographique après avoir pénétré les terres. La température baisse, la vapeur d'eau se condense et les nuages nous donnent ici un aperçu de la mousson. Cette dernière étape nous emmène sur une montagne qui flotte dans les airs. En passant par une île pleine de vitalité, témoignons ensuite de la magie d'une graine. Les gens qui escaladent le mont Hang ne viennent pas nécessairement pour voir la montagne. Le mont Hang est la plus petite des 5 montagnes sacrées de la Chine. L'altitude de son pic principal n'est qu'à 1300 mètres. Cependant, c'est assez haut pour atteindre les nuages. La mer de nuages du mont Hang crée une ambiance mystique. Alors que les ancêtres y tenaient des cérémonies d'investiture et des rituels de sacrifice, les randonneurs d'aujourd'hui profitent du paysage brumeux et merveilleux. La petite île au milieu de la rivière est habitée, et ce, depuis plus de 200 ans. Chaque ménage de l'île possède au moins un bateau. C'est un chiffre plus grand que le nombre de voitures par habitant dans les villes moyennes. Situés au cœur de la rivière, les plus de 1100 habitants de l'île doivent parcourir 500 mètres de distance en bateau pour rejoindre les rives de chaque côté. On ne manque de rien sur l'île. Une clinique, 2 magasins et même une petite école avec un toit rouge. Mais il n'y a que 4 élèves. Trois fois par semaine, des enseignants viennent sur l'île en ferry pour donner des cours. Cette école primaire existe depuis 30 ans. Aujourd'hui, pour notre visite, le sport est à l'honneur. Lors de la prochaine rentrée, ils rejoindront l'école sur la rive de la rivière pour poursuivre leurs études et partiront à la découverte du monde. L'eau nourrit la vie et l'homme crée la civilisation. Cette zone ronde, entourée d'eau, était le site d'une ville ancienne il y a plus de 6000 ans. Nos ancêtres ont creusé une tranchée circulaire et ont utilisé la terre pour construire les remparts. La tranchée remplie d'eau est ainsi devenue douve. Ce que la douve pouvait défendre était en fait très limité, et tout ce qu'elle protégeait autrefois est inévitablement devenu des vestiges du passé. Heureusement, parmi ces vestiges, des preuves de l'existence d'anciennes rizières ont été trouvées, faisant remonter les origines de la culture du riz à il y a 6000 ans. Mais depuis la découverte de grains de riz encore plus anciens dans le Hunan, on pense même que le début de sa culture remonte à 14 000 ans.
L'homme a choisi le riz et le riz sélectionne le terroir. Aujourd'hui, les rizières occupent plus de 70% des terres arables du Hunan. Le climat chaud et humide local est idéal pour la culture du riz. Même dans les montagnes, à une altitude de 1200 mètres, le riz pousse bien. Les rizières en terrasse Zheduanjie sont dotées d'un excellent système d'irrigation naturelle. Il n'y a ni étang, ni réservoir ici. La pluie qui tombe du ciel arrose régulièrement. Les moments d'irrigation planifiés par la nature correspondent parfaitement au cycle de croissance du riz. Donc même sans soins particuliers, la production des rizières ici est très bonne chaque année. C'est une chance de pouvoir compter sur les conditions naturelles pour vivre, mais les gens recherchent plus que cela. Grâce à la biotechnologie moderne, 140 000 variétés de riz ont été cultivées, dont plus de 580 dans ce champ expérimental de moins de 50 hectares. Ici, le riz peut atteindre une hauteur de 2,3 mètres. La production peut dépasser 18 tonnes par hectare. Les grains de riz peuvent présenter 7 couleurs et leurs parfums peuvent également être modifiés selon la demande. Le riz nourrit de plus en plus de personnes dans le monde. Une personne sur 3 sur notre planète utilise du riz comme aliment de base. Le riz hybride chinois a également été introduit dans beaucoup de pays où le riz est cultivé. De la graine à l'aliment de base, le riz a aidé à résoudre le problème de pénurie alimentaire des Chinois. Aujourd'hui, cette espèce très ancienne est en train de battre son propre record sur le sol du Hunan. Les nouvelles graines, qui seront sélectionnées par les producteurs dans le monde entier, s'implanteront ensuite dans différentes parcelles à travers le monde, où on a besoin d'elles.